Élection à la CTM avec Christine Cupit et Bertrand Caruge. Bonsoir et bienvenue dans votre émission politique Cap sur les territoriales. Nous sommes ensemble pour 1h15 de débat avec les candidats aux élections de la CTM, 7 représentants de liste, et je serai accompagné de Bertrand Caruge. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Cette semaine, nos débats portent sur l'aménagement du territoire, mais d'abord présentons nos invités. On commence par Didier Laguerre, qui représente la liste Alliance Martinique. Bonsoir. Bonsoir. Marcelin Nadeau, tête de section Nord pour la liste Ensemble Poupée-Inou, conduite par Jean-Philippe Nilor. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons avec nous également Daniel Chaumet. Bonsoir, vous représentez la liste Déclic. Et nous attendons un représentant de la liste Grand Semblé Pou-Matinique. Voilà. Nous avons également avec nous Charlotte Gressier. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez la liste, vous êtes candidate sur la liste La Martinique Avance. Oui, liste pour laquelle il faut voter. Avec nous également François-Christophe Ursulé qui représente la liste Martinique Ensemble conduite par Catherine Conconne. Bonsoir. Oui, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de Martinique Première. Voilà, et nous retrouvons Gabriel Jean-Marie, candidat pour la liste Combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs. Bonsoir. Bonsoir. Commençons par le dossier de l'eau et plus particulièrement la gestion de la ressource. À chaque carême, son lot de coupures tournantes. C'est le cas depuis quelques jours encore pour de nombreux foyers. D'ailleurs, à Schellcher, par exemple, des citernes ont été installées depuis quelques jours dans les quartiers. Et pour couronner le tout, on a également déploré ce matin une nouvelle casse sur une canalisation de Séguineau. Alors on pensait que des leçons avaient été tirées après le carême extrêmement sévère l'an dernier. Des travaux avaient même été envisagés, comme par exemple l'installation de surpresseurs pour faciliter l'approvisionnement des quartiers situés sur les hauteurs. Alors vous, candidats, quelles solutions prévoyez-vous et même promettez-vous pour cette prochaine candidature? On commence avec vous, Didier Laguerre. Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Martinique Première. Effectivement, la problématique de l'approvisionnement en eau sur le territoire de la Martinique est une problématique importante et vitale. Nous disposons d'une ressource suffisante sur l'ensemble du territoire. Et donc, il est fondamental qu'on puisse réaliser des travaux. Un certain nombre de travaux ont été réalisés par les EPCI pour pouvoir améliorer la situation. Mais tant qu'on ne mettra pas en œuvre un plan coordonné et un plan d'envergure pour la réhabilitation et la réfection de l'ensemble des réseaux et des canalisations permettant d'approvisionner l'eau, donc on ne passera pas non plus la capacité de production de l'usine de Vivey à une capacité de production supérieure. Et puis enfin la réalisation d'un certain nombre de réservoirs supplémentaires de connexion, par exemple avec la source Modestin, permettant d'utiliser au mieux la ressource et de ne pas tirer indéfiniment sur des cours d'eau comme la rivière Blanche ou celle de Didier qui alimente une grande partie du centre de la Martinique, voire du sud de la Martinique. Et ça doit nous permettre aussi de pouvoir garantir une eau de qualité sur le territoire. Il y a tous les Martiniquais avec il nous faut pouvoir arriver à une unité de gestion unique de l'eau, tant sur la production que sa distribution, ce qui doit nous permettre de construire un prix unique de l'eau et un prix social de l'eau permettant de garantir aux Martiniquaises et aux Martiniquais une ressource indispensable pour la vie à toutes et à tous. Et je conclurai en disant que mettre en place et en œuvre ce grand plan de réhabilitation de ces canalisations et ce grand plan pour l'eau, ça revient à peu près à 350 millions d'euros, ce qui permet, les fonds ils sont là, ils sont disponibles, il faut pas qu'on dise qu'il n'y a pas d'argent pour ça, il y a de l'argent pour ça, y compris des fonds européens, et ça permet de pouvoir engager des travaux d'envergure et donc de contribuer ainsi à une relance de l'économie de façon immédiate en faisant travailler des acteurs économiques martiniquais et non pas de grosses multinationales. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est parfaitement réalisable pour peu que l'ensemble des acteurs, la CTM la première qui est la propriétaire de l'usine de Vivey et des canalisations qui sont concernés par une nouvelle casse, bien pour peu que la CTM justement prenne toute sa responsabilité dans ce dossier. Marcelin Nadeau, une autorité unique pour un tarif unique de l'eau, ce sont des solutions que votre liste envisage aussi ou d'autres? Oui, mais d'abord il faut déjà que l'eau arrive au robinet, c'est la première chose. Et je crois que à Ensemble Poupée-Inou, nous sommes très soucieux du soin apporté aux Martiniquaises et aux Martiniquais. Donc cette question de l'eau pour nous paraît fondamentale. Donc il faut absolument engager déjà des travaux importants. Et je crois que la CTM doit prendre sa part, mais il faut aussi interpeller l'État français par rapport à ce que j'appellerais une série d'incuries cumulées.
Bon, c'est vrai pour le transport, mais c'est vrai également sur la question de l'eau. On sait à quel moment on a eu l'office de l'eau lorsque d'autres régions françaises avaient déjà des agences de l'eau. Après, bien évidemment, il faut une autorité unique. Je crois que cela permettra, notamment s'agissant du prix de l'eau, d'éviter les achats et les transferts. Et puis, la question du prix aussi rejoint une problématique de gestion. Alors, c'est vrai que nous nous interrogeons, nous nous disons, mais quelles sont les modalités de gestion les meilleures? Pour nous, l'eau est un bien commun de l'humanité, donc nous avons une préférence pour le service public. Mais lorsque nous analysons gestion publique en régie, mais lorsque nous analysons notamment les difficultés d'eau d'ici, nous nous disons qu'une fois que nous serons aux affaires, nous allons lancer une analyse, bilan coût-avantage, de l'une ou l'autre des gestions, de manière à opter pour la meilleure gestion. Mais cela se fera justement dans une démarche participative, où on associera l'usager, parce qu'il faut aussi associer l'usager aux choix qui seront opérés. Alors bien sûr, il y a tout ce qu'on prévoit comme travaux, etc. Mais il faut que je dise également que la problématique de l'eau, et ça rejoint le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, c'est la problématique de la préservation de la ressource. Parce qu'il faut aussi interpeller les Martiniquais sur notre responsabilité. Parce qu'on ne peut pas défricher à tout va, on ne peut pas bétonner à tout va, on ne peut pas artificialiser à tout va, et s'étonner chaque carême que nous ayons des problématiques d'eau. Donc, c'est une vision globale que nous avons à avoir du sujet de l'eau, qui passe aussi, bien sûr, parce que par je veux dire, une démarche économique sur la question du prix, les modalités de gestion, mais aussi la préservation et la meilleure gestion écologique de la ressource. Alors, Daniel Chaumet, pour la liste Déclic, quelle démarche, quelle place doit prendre la CTM, selon vous, justement, pour améliorer effectivement la gestion de la ressource et puis la distribution en eau? La CTM est un acteur qui doit être au cœur de ces problématiques. L'eau est une ressource vitale et, quoique n'étant pas forcément compétente sur la matière, elle est quand même productrice d'eau avivée. Elle doit être en mesure d'assumer l'accès à l'eau pour chaque Martiniquais. Au-delà des enjeux domestiques, c'est des enjeux de développement, d'épanouissement, qui permettent aux uns et aux autres de mesurer à quel point, sur ces sujets-là, il est urgent d'agir. Urgent de réaliser les investissements qui n'ont pas été réalisés depuis un certain nombre d'années. Je rappelle que si la ressource est suffisamment abondante, elle est inégalement répartie dans l'année, c'est un sujet, et que je donne quelques chiffres. Le seul réservoir de l'évêché perd un volume d'eau équivalent à celui du besoin de la commune de Chelcher. 5000 m3 par jour. Donc il est urgent de porter des réponses très concrètes, là où certains ont été, j'ai envie de dire, soit laxistes ou pas suffisamment attentifs pour garantir aux Martiniquais un accès à l'eau. Parce qu'il faut bien savoir qu'une eau distribuée qui est fuyarde, c'est une eau qui est payée. Donc cela a un coût, notamment sur la réalité des ménages martiniquais. Et je voudrais rappeler qu'aujourd'hui en Martinique, près de 70 000 ménages sont qualifiés de pauvreté en eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût de l'eau est de l'ordre de 8% de leurs revenus. Donc porter une réponse concrète, garantir une eau de qualité à un prix raisonnable, parce qu'on y aura adossé notamment une tarification sociale qui permet aux ménages les plus défavorisés d'avoir une eau à un prix modéré, est une question essentielle dans laquelle la CTM doit prendre sa part de responsabilité. Et je poursuivrai en disant qu'il y a aussi une question historique. Les lois sur l'eau se sont appliquées en Martinique avec près de 50 ans de retard. Nous payons en Martinique les surcoûts de la dépollution de Vivey, alors qu'aucun usager martiniquais n'a réclamé d'avoir à payer cela. Il y a de ce point de vue une réparation utile, un fonds d'investissement qui doit pouvoir accompagner les collectivités pour porter des réponses très concrètes, immédiates, pour que les usagers martiniquais puissent avoir cet accès à l'eau. Et j'ajoute surtout qu'il est important qu'on traite ces questions-là de manière globale, notamment sur les enjeux de création d'emplois, pour que ce soit les entreprises martiniquaises qui soient porteurs de solutions, avec de la formation, avec de l'accompagnement, avec de l'étalement dans le traitement des sujets, mais avec des urgences qui sont véritablement traitées. Et encore une fois, et la préoccupation que lorsque l'on prélève aujourd'hui de l'eau, il faut savoir que cela, c'est près de 94% de l'eau prélevée et prélevée en rivière. On ne peut pas avoir de ces points de vue une indifférence. Vous êtes à 2 minutes 37. Une indifférence en matière d'aménagement. Donc, c'est au cœur des problématiques d'aménagement et de développement et de préservation de l'environnement. Alors, Charlotte Gressier, pour votre liste qui est essentiellement composée de représentants de la société civile, quelle est votre analyse sur la gestion de la ressource de l'eau et selon vous, quelles sont les solutions possibles à cette problématique récurrente?
Oui, alors moi je suis ravie en fait d'être représentante d'une liste citoyenne et d'avoir aussi l'avantage d'être ici. Donc c'est une espèce d'événement pour moi. Je suis contente. J'entends aussi les aînés qui ont eu cette expérience. Et donc nous, ce qu'on propose humblement, c'est de venir expérimenter, de venir analyser des expérimentations de nos aînés politiques de tous bords. Et d'essayer de comprendre les fonctionnements et dysfonctionnements des institutions, parce que c'est vous qui étiez ou êtes au pouvoir, et donc vous êtes à l'intérieur. Donc nous, on a fait des propositions en fonction des informations dont on disposait, des gens sur le terrain, des porteurs de projets, de ce qu'on pouvait lire dans la presse en recoupant aussi dans la presse, et également à partir des statistiques qui étaient disponibles. Donc ça aussi, c'est une question qui est fondamentale, c'est les statistiques disponibles pour faire des propositions concrètes. Donc moi, j'ai entendu de l'eau qui est chère, j'ai entendu aussi des responsabilités à prendre du côté de la CTM, aussi du côté de la France même. Très bien, c'est vrai que c'est une responsabilité globale, mais en attendant, est-ce que la CTM ne devrait pas avoir un statut plutôt en dehors de la facilitation En fait, c'est le papa et la maman, en fait, si vous voulez, la CTM. Et je pense qu'il y a une responsabilité à prendre par nous-mêmes tout de suite. Donc très concrètement, les solutions, nous on s'est dit des citernes. Des citernes, c'est-à-dire que le 29 juin, quand on arrivera à la CTM, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Pas de permis de construire qui est donné, en accord avec les maires, mais je ne vois pas pourquoi les maires seraient contre ça. Une citerne adossée avec du solaire. Il y en a deux autour de la table, ils pourraient peut-être nous donner leur avis un peu plus tard. Ils pourraient donner leur avis. Je serais ravie parce qu'en fait, ça nourrit aussi, ça nous permet de reparamétrer à chaque fois les solutions. Il y a aussi les réserves municipales, parce que moi j'aime bien parler aussi avec les grands-parents, savoir un petit peu comment ça se passait. Ils m'ont dit, tu sais, avant la SME, il y avait des réserves qui étaient faites au niveau municipal, au niveau de la commune, donc peut-être aussi en complémentarité. La facture aussi. Facture d'eau. J'imagine que tout le monde sait exactement chaque ligne à quoi elle correspond. Personnellement, on est en train de décortiquer les factures, et pas que d'eau aussi, d'électricité, de téléphonie mobile et d'avion, tout ça pour savoir si chaque ligne est justifiée. Et si ça n'est pas le cas, de savoir pourquoi. Donc se tourner vers l'opérateur. Et j'imagine, par exemple, que je crois que oui, c'est 50% de la facture d'eau, c'est des taxes. Donc ces taxes pourraient être réutilisées dans la réhabilitation aussi. Daniel Chaumet dit que c'est un peu moins, 20%. C'est la moitié. Non, mais on est là pour échanger aussi. Chacun n'est pas dans son couloir. Vous pouvez répondre. Alors, oui, j'affine. Pas de stylo rouge, non, je ne vais pas vous rectifier. Vous dites? Nous, elle assumera ses chiffres. Non, mais quel chiffre vous avez, vous? Elle a la parole. Vous dites que c'est un peu moins, vous, selon vous. D'accord. Un peu moins, en tout cas, sur les 20%, j'espère qu'ils sont bien utilisés pour la raison pour laquelle on paye. Enfin, en tout cas, le consommateur paye. Il y a aussi quelque chose de très important. À 2,30. À 2,30. Je finirai là-dessus alors. Sur la digitalisation aussi. La digitalisation, qu'est-ce que c'est? C'est avoir l'info. Savoir exactement qui utilise quoi, pourquoi et quel argent, où va l'argent, où va l'eau. Je pense que tout est lié, mais ça, on aura l'occasion de parler pour la transition écologique. Louis Boutrin, bonjour. Vous venez de nous rejoindre. Vous êtes sur la liste Grand Assemblée pour Martinique. Alors, nous sommes en train de parler de la question de l'eau, notamment de la gestion de la ressource. Et nous faisions un petit peu le bilan de, justement, nous sommes en pleine période de carême. Beaucoup de solutions ont toujours été évoquées, notamment l'an dernier avec l'installation de surpresseurs. Finalement, on n'en a pas vu la couleur. Encore une casse ce matin à Séguineau. Quelle solution, si votre équipe devait se retrouver une nouvelle fois à prendre les rênes de la collectivité, elle mettrait en place pour solutionner une bonne fois pour toutes ce problème de l'eau? D'ailleurs, ce serait plus tout à fait la même équipe. On le dit, oui. Bonjour à l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent. Tout d'abord, en ce qui concerne la question de l'eau, il y a une question qu'il va falloir aborder au préalable, c'est la question des responsabilités. Qui est responsable de la situation actuelle? Il y a 3 responsables. C'est M. Nestor Azero, président de Cap-Nord, c'est M. André Le Sieur, président de l'Espace Sud, et c'est M. Luc Luisan-Clémenté, président de la CACEM. Voici les 3 responsables, parce que, selon la loi, depuis la loi NOTRe, il y a un transfert de compétences en ce qui concerne l'eau, l'assainissement, et depuis le 1er janvier 2020, ils ont également la compétence en ce qui concerne les eaux urbaines, et la gestion les eaux pluviales urbaines. Donc, ces 3 systèmes relèvent de la compétence des communautés d'agglo.
la collectivité territoriale n'a pas de compétences ni eau ni assainissement, encore moins pour les eaux urbaines pluviales. Par contre, nous héritons du département d'une usine de production d'eau, qui est l'usine de Vivey, et qui produit 50% de l'eau qui est distribuée aux abonnés. Nous avons donc une responsabilité, même si elle n'est pas juridique, et qui nous impose aujourd'hui à faire des propositions. La proposition que nous faisons, c'est ceux qui ne savent pas gérer, c'est-à-dire ceux que je viens de nommer là, qui n'ont pas été en capacité de fournir une eau de bonne potabilité, sans chlordécone, toute l'année, y compris en période de sécheresse. Eh bien, ceux-là, il faut les associer dans ce que nous proposons aujourd'hui, qu'il y ait une régie publique de l'eau avec un prix unique de l'eau qui soit distribué à l'ensemble des abonnés de Grand-Rivière jusqu'à Sainte-Anne. Voilà la proposition que nous faisons, et je le répète, pour ces questions, ceux qui n'ont pas été en mesure de gérer, je prends à témoin un rapport de la Chambre régionale des comptes en ce qui concerne l'exercice budgétaire 2019 de Cap-Nord. Il y a eu un rectificatif qui a été fait à la demande du préfet par la Chambre pour réintroduire des sommes qui sont allouées à l'eau. Et il se retrouve avec, tenez-vous bien, un excédent de 6 500 000 € à Cap-Nord en ce qui concerne des affectations pour l'eau. Donc c'est un problème de gouvernance et de gestion. Ce n'est pas propre à la Martinique. En Guadeloupe également, il y a le même problème parce que nous avons confié la gestion de l'eau à des fermiers. Donc il faut sortir de cette gestion, notamment avec la SME, qui a actuellement... Vous serez bientôt à 3 minutes. 30 communes sur 34 actuellement. C'est la SME qui gère l'eau, faire ce que Bertrand Delanoë a fait à Paris, une gestion publique, et ce que la communauté de Lyon vient de faire, le maire écologiste vient de faire, à savoir redonner cette gestion aux élus et faire en sorte que ça soit une gestion publique de l'eau. Voilà ce que nous proposons. François-Christophe Ursulé de la Martinique Ensemble. Oui, écoutez, je me mets à la place des auditeurs qui nous écoutent et qui doivent être très étonnés d'entendre qu'en Martinique, nous n'avons pas de problématique de ressources, il n'y a pas de problématique de financement, mais on leur explique pourquoi il n'y a pas d'eau au robinet. C'est extraordinaire. Pourquoi, dans une période de Covid, les écoles ferment parce qu'il n'y a pas d'eau au robinet? Et donc, c'est une question de volonté politique. Les solutions, on les connaît. Les diagnostics sont déjà établis, je ne vais pas les reprendre. Alors, qu'attendent nos élus pour pouvoir les mettre en œuvre? C'est la raison pour laquelle notre liste La Martinique Ensemble, notre slogan, c'est FEI. Arrêtons les bavardages. Arrêtons les discordes entre élus. Si nous n'avons pas d'eau au robinet, c'est une question de volonté politique. Je suis moi-même étonné du fait qu'en tant qu'élu martiniquais, nous attendions que ce soit le préfet qui convoque l'ensemble des élus pour régler les problématiques de l'eau. Alors que j'imagine que tous, autour de cette table, nous revendiquons une responsabilité forte en Martinique. Je ne vais pas m'étendre davantage parce que j'aurais beaucoup à dire aux auditeurs, mais l'engagement que nous prenons, c'est de régler ces problématiques de l'eau en 18 mois. Nous allons mettre en œuvre un plan permettant de régler ces problématiques parce qu'il s'agit d'une volonté politique. Voilà. Gabriel Jean-Marie, sur l'organisation donc de la distribution, la gestion de la ressource aussi, mais voilà. Donc quelle est votre analyse, quel est votre point de vue? On imagine aussi que vous avez dans le collimateur, bien sûr, un certain nombre aussi d'entreprises privées qui sont dans ce circuit en Martinique, et pas une petite place. Des entreprises privées, mais d'abord ceux qui ont assumé la gestion de tout ça. On parle actuellement de la gestion de l'équipe Marie-Jeanne, mais avant il y a eu Letchimy. J'ai travaillé au Lorrain de 89 jusqu'à 2021. Donc j'ai connu la rupture qu'il y a eu à Séguineau il y a 12 ans, 2009, si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, le problème n'est pas réglé. Nous parlons aujourd'hui d'élection de la CTM et j'entends des formules. Il faut, ça me fait penser à une période lorsque j'étais militaire, il y a qu'à, il faut quand, il faut, enfin bref, il faut, la CTM doit être un acteur, enfin bref, un tas de formules. Moi, je voudrais rappeler une chose, c'est que la CTM dispose de pouvoirs que le gouvernement français veut bien lui donner, veut bien lui octroyer.
celui qui dirige ici, c'est le préfet. Au cas où on l'aurait oublié. Il y a un béquet, que je ne connaissais même pas, qui pose problème à Olorin. La CTM et tous ceux qui ont dirigé avant il pose et après... problème parce qu'il est béquet ou il pose problème parce que c'est un propriétaire terrien qui veut monnayer un peu le passage des canalisations sur son terrain. Il y a un propriétaire terrien, bon, voilà. Il se trouve qu'il est un béquet et pas le plus puissant de Martinique, qui tient en respect des politiques qui revendiquent un pouvoir depuis un moment. Ils n'ont pas été foutus, que ce soit le camp d'Etchimi, que ce soit le camp Marie-Jeanne, puisque ce sont ces deux-là qui avaient à gérer ça. Le camp Marie-Jeanne a fait une proposition, il a fallu que ce soit le représentant de l'État français, qui est fustigé par Marie-Jeanne, qui propose une solution. En fait, la CTM dispose de quel pouvoir? De pouvoir que l'État français veut bien lui octroyer. J'entends le problème des fermiers, mais ça prouve une chose, ce sont les capitalistes qui mènent, c'est tout. Et les politiques ici ont à gérer une situation. Quand ils prennent une décision, il faut qu'ils transmettent cette décision à la préfecture pour un contrôle de légalité. Donc, en définitive, c'est l'État français qui gère, et l'État français, c'est le représentant des capitalistes, des possédants, des riches, ici en Martinique. Donc c'est la faute de l'État alors, si écoutez, on en est là. C'est la faute de l'État, c'est d'abord la responsabilité, c'est d'abord le fait des capitalistes qui gèrent l'eau, parce que l'eau, il faut le dire, ça n'est pas un bien pour tout le monde, c'est une marchandise, ça a une valeur d'usage, ça se vend. Alors j'ai entendu parler de certains endroits où la gestion de l'eau a été reprise. Moi je peux vous parler de deux situations que je connais bien, parce que j'y suis allé et que je suis en contact permanent, c'est en Bolivie et en Argentine, où la population a viré des sociétés françaises, j'ai plus les noms en tête, Lyonnaise des Eaux ou je ne sais plus, mais ils ont été virés. Donc, vous comprenez bien qu'il faut qu'on se dise une chose. Hein, il faut qu'on arrête de dire que on va faire quand on a la CTM. Là, ce sont c'est l'État qui gère en premier, en dernier lieu tout ça. François, Christophe, Ursule, vous vouliez réagir? Oui, tout à fait. Avec Catherine Conconne et la liste La Martinique Ensemble, nous proposons véritablement un changement de méthode et une posture. On se moque de la responsabilité, la répartition des responsabilités territoriales. La CTM doit avoir un rôle de leadership, quelle que soit la répartition des responsabilités territoriales. C'est-à-dire que, même s'il s'agit d'une compétence de l'État, qu'il s'agisse d'une compétence des EPCI sur un problème qui concerne notre territoire et les Martiniquais, la CTM doit être concernée. Et dans ce cadre-là, pour organiser cette concertation, nous proposons ce qu'on appelle une conférence des territoires avec les 34 maires et les 3 présidents d'EPCI, conférence des territoires qui va se réunir une fois par mois pour ne pas assister à ce à quoi on assiste, on se renvoie la balle et en définitive ce sont les Martiniquais qui souffrent effectivement de ces dissensions politiques. Voilà ce que j'avais à dire. Oui. Alors, avec une question supplémentaire, parce qu'il existe un plan de gestion, finalement, de l'eau. Le SDAGE. Le SDAGE. Et il y a une révision du SDAGE qui est prévue pour un plan pour 2021-2022. Non, mais il faudrait qu'on en parle aussi, parce que j'aimerais savoir comment la CTM peut intervenir aussi dans cela. Bon, alors, allez-y. Je veux parler quand même de la gouvernance. Alors, d'un côté, on ne doit pas dire, effectivement, que je rejoindrai le voisin, c'est-à-dire que ça ne peut pas intéresser la CTM. Mais de l'autre, en même temps, on ne peut pas dire non plus qu'on exonère l'État français, par exemple, de ses responsabilités. Moi, je crois et je suis très attaché à cette formule utilisée à l'époque par Joseph Lagosilière, qui sur la question des risques majeurs, parce qu'il faut aussi en parler, à mon avis, notamment sur la question de l'eau, il disait que face aux risques majeurs, il fallait un patriotisme local. C'est quoi le patriotisme local ? Ça s'apparente à ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que c'est on peut avoir la capacité juridique de faire, mais on n'a pas toujours les moyens humains et financiers de faire. Et ça nous arrive souvent, concernant par exemple les compétences communales. Les communes, avec l'État, sont les seules collectivités à avoir la clause de compétence générale. Sauf que, des fois, elles ont la capacité juridique, mais pas les moyens. Moi, je crois effectivement, sur la question de la Martinique et de l'eau en particulier, la CTM ne peut pas se désintéresser de cette problématique-là. Elle doit prendre les choses à bras-le-corps, et pour ça, il est évident que, et la compétence étant aux EPCI, aux communautés d'agglomération pour aller vite,
il faut effectivement une contractualisation d'objectifs sur l'amélioration du réseau, mais il ne faut pas que ça soit que la CTM. Donc, une contractualisation, on entre les communautés d'agglomération et la CTM. La CTM et l'État. Parce qu'il faut que l'État prenne, parce que je l'ai dit, je le répète quand même, il ne faut pas non plus qu'on exonère l'État de ses responsabilités. L'État a des responsabilités. L'État avait en charge pendant longtemps la gestion de l'eau. Alors même si depuis la décentralisation, il y a eu des transferts de compétences, mais je crois que ce qu'on appelle les incuries cumulées de l'État doivent être réparées, parce qu'en fait, on le dit bien, bon, on peut parler de l'arrivée de l'eau au robinet, mais on sait qu'il y a les fuites, les pertes, c'est à peu près 20 à 30%. Tout ce qui est prélevé, donc il y a un prélèvement sur la nature, n'est pas distribué au robinet. C'est des questions fondamentales, et je ne comprendrai pas que nous, élus martiniquais de cette collectivité... 47% de pertes entre la source et le robinet du consommateur. etc. Qu'importe, il y a des pertes importantes. Oui, mais voilà, c'est pas seulement 20%, on ne comprendrait pas que cette collectivité, qui a un rôle fondamental à jouer, ne s'intéresse pas à cette problématique qui concerne la vie, le quotidien, la santé. On a parlé de contexte sanitaire des Martiniquais. D'autant qu'au final, la dite collectivité, si j'ai bien compris ce qu'a dit Louis Boutrin, la dite collectivité est producteur de 50% de l'eau qui est distribuée. Je suis très surpris d'entendre quelqu'un qui est producteur de 50% de l'eau qui est distribuée dire ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème que cette eau soit produite à l'usine et une fois sortie de l'usine, qu'elle soit perdue dans la nature parce que les canalisations sont cassées. C'est juste ahurissant. Daniel Chaumet, puis Louis Boutrin, puis Charlotte Gressier. Et ensuite, nous passons à une autre thématique. Daniel Chaumet. Sur la nécessité d'agir, je tiens à dire que, à Déclic et avec l'équipe menée par Philippe Joc, nous considérons qu'il n'y a pas de fatalité. Et qu'on peut mettre au service de la compréhension des situations l'analyse, mais cela dans la détermination d'agir efficacement. Nous payons en Martinique l'eau quasiment la plus chère de France, sinon d'Europe. Je le dis, plus chère de France et d'Europe. Je ne peux pas, en tout cas, nous nous résignons pas à l'idée que face à cela, la réponse, ça soit la passivité. Il existe des solutions et nous sommes déterminés à les mettre en œuvre le plus tôt possible. Il existe des moyens de mobiliser de l'emprunt, lisser ces investissements sur 10 ans, parce qu'il s'agit d'équipements qui ont une durée de vie de 40 à 70 ans, et nous avons fait très concrètement les calculs, cela coûterait à peine 12 € par an à un contribuable imposable. Est-il normal que pour des montants de cet ordre-là, on puisse avoir des écoles qui ferment, une économie qui est en panne, et des hommes et des femmes qui sont au quotidien entravés dans leur réalité? À Shellshare, les étudiants n'avaient pas d'eau. Nous disons que nous avons le devoir et le mérite d'agir. Les documents existent, encore faut-il avoir cette détermination politique d'agir au service des Martiniquais, dans l'intérêt des Martiniquais. Et c'est ce que nous ferons. Louis Boutrin. Oui, au-delà des constats, je pense que nous ne sommes pas là pour s'arc-bouter sur des constats. Donc sortons des logiques de constats, faisons des propositions. Je peux ? Oui. Merci. Dans les logiques de constat que l'on a, nous ne prenons pas en compte un fait qui est essentiel. La ressource est abondante en Martinique, il y a 6 millions de mètres cubes de disponibles. On n'en mobilise que 10%. Deuxièmement, nous avons des nappes phréatiques qui ne sont pas exploitées. Il faut des investissements. Mais nous sommes dans un état de droit. Et venir dire aujourd'hui, on se moque de la responsabilité, alors que nous sommes tous des élus, c'est très surprenant. La loi pour la nouvelle organisation des territoires de la République du 7 août 2015 a supprimé la clause de compétence générale. Nous ne pouvons pas intervenir en tant que collectivité territoriale de Martinique dans des domaines où nous n'avons pas la compétence. Donc c'est bien de venir là faire du bavardage médiatique lors des campagnes électorales, mais le bavardage médiatique, c'est ça justement. Je dis ça pour le candidat qui parlait de bavardage, le candidat de Mme Conconne. C'est du bavardage médiatique. Qu'est-ce qu'on a proposé concrètement aujourd'hui? Nous avons un système qui est inopérant. Sortons de ce système, faisons une proposition. Il s'agit de la gestion de l'eau. Il y a deux systèmes. Soit on reste avec les fermiers tels que c'est actuellement, avec l'eau la plus chère de France, et soit nous sortons de ce système et nous proposons une gestion publique de l'eau. C'est ce que nous proposons et c'est ce que nous disons, une entité unique pour qu'il y ait un même prix, un prix unique de Grand-Rivière à Sainte-Anne. C'est ce que l'on a pour l'électricité.
Et en ce qui concerne l'entité unique, c'est ce que nous avons expérimenté avec Martinique Transfert. Vous allez réagir, monsieur Ursulé, tout à l'heure, mais vraiment en quelques phrases. 2 secondes. Pas beaucoup de temps. Non, Charlotte Gressier, et ensuite c'est vous. Charlotte Gressier. Oui, justement, monsieur parlait de solutions très concrètes. J'ai écouté aussi avec attention ce qu'il disait. Effectivement, je crois que la CTM a son rôle, mais qu'il faut aussi se responsabiliser. Penser à la CTM aussi qui serait en fait à sponsoriser des réponses. Elle attend que les projets viennent des Martiniquais. Quand on parlait des citernes, c'était pas juste un mot comme ça. C'est très important. Vous avez quand même 2 milliards de mètres cubes d'eau par an. Qui ne sont pas captés, qui pourraient faire une consommation pour une centaine d'années et rien n'est fait. On nous a même dit d'ailleurs, oui, mais il y a quand même 30% des personnes qui vivent en collectif, donc comment ils vont faire pour avoir des citernes? Mais mathématiquement, si les 70% des autres utilisent cette pratique-là, ça veut dire que les 30%, eux, auront de l'eau. Donc il faut aussi se responsabiliser, nous, mais aussi peut-être chronologiquement faire les choses, les solutions immédiates, concrètes, long terme, moyen terme et long terme. Alors François-Christophe Ursulé, en quelques mots. Oui, en quelques mots. Je vais simplement répondre à M. Boutrin. Il s'exprime exactement comme s'il n'était pas aux responsabilités. Les constats, il les fait, il nous parle de logique de solution. Le diagnostic, on l'a fait. Les solutions existent, alors faille. Et si on ne peut pas faille, nous qui faille. Voilà. Alors, Marcelin Nadeau, vous avez un petit peu rapidement. C'était sur la nappe, l'histoire de nappe phréatique. Je crois, j'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres solutions qu'il fallait prendre en compte quand même les risques naturels. Et quand on voit ce qui s'est passé à Saint-Vincent, notamment, où en fait les eaux de surface étaient polluées ou souillées, je crois qu'il faut quand même ménager. Le SDAGE est un outil pour le ménagement. Eh ben voilà, je voulais que vous en parliez parce que vous avez balayé d'un revers de main de la ressource en eau. Écoutez, et sur cette question très concrète, je crois qu'il faut ménager les nappes phréatiques pour justement plutôt prélever sur. Il y a une révision pour un prochain SDAGE. On est bien d'accord. 2021-2027. On y est. 2021, c'est cette année. La CTM va être renouvelée 2027. Oui. Et donc, est-ce que à l'occasion de ce nouveau SDAGE, est-ce que c'est pas là qu'il faut amener toutes les solutions là que vous faites et que la CTM soit l'organisme central finalement, le noyau central de cette affaire. C'est vrai qu'il y a un travail très en 2 phrases, vous avez déjà beaucoup parlé, qui est fait par l'Office de l'eau. Et Daniel Chaumet veut répondre. Mais si toutes les solutions, toutes les préconisations du SDAGE étaient appliquées, ça se sauverait. Moi, je crois qu'il faut effectivement. Alors pour le prochain, c'est même pas la peine de le faire finalement. Non, il faut le faire. Il faut le faire. C'est quand même un objectif ou un idéal type. Il faut tendre. Il faut le faire, l'élaborer. Mais il faut aussi des politiques qui soient conséquents dans la mise en œuvre concrète des schémas, parce qu'il ne faut pas se contenter d'élaborer de beaux schémas pour ne pas les appliquer. 5 minutes pour Monsieur Nadeau. Daniel Chaumet, sur le SDAGE. La question du SDAGE, elle a le mérite de pouvoir mettre tous les acteurs autour de la table. Qu'il s'agisse des producteurs, des maîtres d'ouvrage, des usagers, des industriels, des agriculteurs. Et c'est vrai que c'est un processus complexe, long, mais il a le mérite, sur ce temps long, de pouvoir projeter utilement des arbitrages en ce qu'on appelle en orientation stratégique. J'observe simplement que ce SDAGE aussi, lui, n'est pas nu d'ambition politique. Ce SDAGE diminue pas en 2 les ambitions d'investissement sur les questions de l'eau potable et de l'assainissement. Nous n'avons pas parlé d'assainissement, malheureusement, parce qu'une fois qu'une eau est utilisée, elle devient une eau usée. Et qu'il existe une réglementation en France qui est très simple, qui dit que ce sont les recettes de l'eau qui paient les politiques de l'eau. Donc il faut avoir non seulement une vision globale sur les enjeux environnementaux et les usages, mais il faut aussi avoir à l'esprit que cette stratégie de déploiement en matière d'eau et d'assainissement est censée être payée par des redevances. Et il y a là un vrai sujet. Et je ne suis pas de ceux qui renoncent à l'idée d'accompagner les EPCI. Les moyens à investir sont colossaux. Ils doivent mobiliser effectivement les EPCI qui ont la compétence héritée depuis près de 2 ans, la CTM qui ne peut pas être à côté de cela, et l'État. Parce qu'il y a une responsabilité historique qui a fait que les lois sur l'eau se sont appliquées en Martinique, nous devons le dire et insister, avec près de 50 ans de retard. Voilà. Merci. Cap sur les territoriales. On poursuit notre débat, mais apparemment, Monsieur Didier Laguerre voulait rajouter quelque chose rapidement. Je veux juste dire que on ne découvre pas la sécheresse. Non. D'accord. On a un certain nombre d'opérations à réaliser pour réalimenter les robinets en eau.
il y a un certain nombre de liaisons à faire, il y a des plans à long terme à faire, mais la première chose à faire, c'est d'engager un plan de réhabilitation des canalisations et des tuyaux, ce qui permet d'augmenter de 30, 40, 50% la quantité d'eau disponible. Deuxièmement, il y a un vrai travail à faire, ça permet également d'éliminer les pesticides qui pourraient être contenus dans les canalisations. Et ça, je veux dire, c'est du court terme. C'est du court terme. Ça a été commencé l'année dernière par un certain nombre de liaisons entre les réseaux qui ont été réalisés entre le centre et le sud notamment. C'est du court terme. Et je répète, ça permet à la fois de remettre de l'eau dans les robinets, ça permet d'avoir une eau plus saine et en même temps, ça permet de relancer une machine économique qui est en panne. Ensuite, il faut travailler sur du moyen long terme. Et la CTM doit être un acteur majeur de ce travail qu'il y a à faire. Et on peut parfaitement constituer une unité de gestion de production unique de l'eau qui concentre tous les acteurs qui ont la compétence économique, juridique, mais qui ont aussi la capacité de production. Ce sont des choses qui peuvent se faire sur un court terme, permettant de réalimenter et de nous garantir un approvisionnement en eau régulier. Alors, on poursuit. Oui. Je voulais juste préciser l'acronyme de SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Alors la suite de nos débats sur l'aménagement du territoire avec nos candidats aux élections de la CTM, après l'eau, c'est le transport. Alors nous le savons, la collectivité a mis en service le TCSP, le réseau Sudlib, également des navettes dans le Nord. Un projet d'extension du TCSP est même envisagé dans le Nord. Malheureusement, il reste encore beaucoup à faire pour assurer aux usagers un service de transport fiable et surtout minimum lors des mouvements sociaux notamment. Et puis il y a aussi cette fameuse disparition d'une profession, celle des chauffeurs de taxi collectifs. Ils sont moins d'une centaine aujourd'hui, alors qu'ils étaient près de 900 il n'y a pas si longtemps. Quelle solution proposez-vous pour régler une fois pour toutes la problématique du transport? Nous commencerons avec celui qui est en déficit, à savoir François-Christophe Ursulé. Vous êtes à 2 minutes 31. Oui, tout à fait. Alors, s'agissant du problème de transport, il y a plusieurs axes dans le programme de Catherine Conconne et la liste La Martinique Ensemble. Je vais parler bien évidemment du transport en commun, mais je parle effectivement des infrastructures déjà de transport. Alors, la première des choses, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui envisager un territoire avec les embouteillages tels qu'on les connaît aujourd'hui. Il faut régler de façon définitive ces problématiques d'embouteillage. Et notre proposition, c'est de créer des passerelles de contournement des ronds-points qui sont aujourd'hui sous-dimensionnés pour fluidifier effectivement la circulation sur les grands axes et l'entrée des bourgs. Ça, c'est la première action forte que nous allons faire. On ne peut pas envisager un développement du territoire. On ne peut pas aujourd'hui parler de tourisme durable. On ne peut pas aujourd'hui parler de développement du tourisme si nous n'avons pas une fluidité de la circulation en Martinique. Et bien évidemment, il y aura à compléter l'ensemble des infrastructures pour également désenclaver le nord de la Martinique. Nous reviendrons un peu sur le désenclavement juste après. S'agissant du transport en commun, là aussi, c'est l'un des exemples j'ai envie de dire, allez, je ne veux pas être très sévère, mais de l'incurie de l'action publique. Nous sommes restés en grève du transport pendant des semaines. Nous n'avons entendu aucun responsable politique prendre la parole. Catherine Conconne dit souvent, François-Christophe, tu sais, c'est Maléré qui apprend l'autobus. Et donc, ce sont les plus démunis. Vous avez Louis Boutrin à côté de vous. Il s'occupe de Martinique Transport. Il est intervenu sur la grève, non? Je pense qu'il n'intervenait pas pour lui. Je pense qu'il le fera. Non, je vous dis, mais non, je n'interviens pas pour lui. C'est pas du tout. Il saura se défendre lui-même. Vous dites que personne n'est intervenu, ça me paraît un peu. Et donc, ce sont les plus démunis aujourd'hui qui sont pénalisés par ces problématiques de transport. C'est Maléré qu'apprend l'autobus. Et donc, dans ce cadre-là, ce que nous allons faire, nous allons engager un plan ambitieux pour rendre progressivement le transport gratuit pour les plus démunis d'entre nous. Voilà l'une des mesures phares de la liste de Catherine Conconne, La Martinique Ensemble, parce que nous considérons que le transport étant l'un des postes de dépenses, le deuxième poste de dépense après l'alimentaire pour les ménages les plus modestes, il est important que la collectivité mette les moyens pour rendre progressivement ce transport gratuit pour les plus démunis des Martiniquais. Ensuite, nous avons Monsieur Gabriel Jean-Marie. Gabriel Jean-Marie de Combat Ouvrier. C'est vous qui avez le moins de temps de parole. Oui, sur la question des transports, moi j'ai amené avec moi ma voiture qui me coûte 22,80 € quand je suis en région parisienne pour une semaine et 75,20 € pour un mois.
La question des transports ici, c'est comme tout le reste. On abordera la question des déchets, la question de l'eau et de bien d'autres choses. Tout est déterminé par ce que le gouvernement veut bien qu'on fasse ici. Et en fait, il n'y a pas de pouvoir à la CTM. La CTM, les élus ne feront que ce qu'on leur accorde de faire. Il faut qu'on soit correct là-dessus. La question des transports gratuits, je viens d'entendre qu'il y aura un plan progressif, mais c'est quelque chose qui peut se faire tout de suite. Il me semble que de juillet-août de l'année dernière jusqu'à mars, le transport en zone KSM était gratuit. Il me semble, Donc, vous me rejoignez, donc tant mieux. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire tout de suite, qui peut être étendu tout de suite. Qu'est-ce qui empêche de le faire? Il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pouvoir politique ici, tout simplement. Moi, je suis surpris d'entendre tout ça parce que nous, on a autour de la table deux groupes qui ont géré ou qui gèrent encore. Je parle du camp Marie-Jeanne et du camp Letchimy. Tous ces deux groupes-là, ce sont des groupes qui revendiquaient le pouvoir. Et il se trouve que cette année, ça fait 40 ans que le PPM a décidé de renoncer au pouvoir en optant pour le moratoire. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Il se trouve que Marie-Jeanne a fait la même chose en décembre 2015 en s'alliant à un capitaliste, Mon Plaisir, et en mettant dans sa poche ses revendications de nationalisme, de patriotique. Donc, il n'y a pas de volonté politique parce qu'il n'y a pas de pouvoir politique ici. Le pouvoir politique, s'il existe, ça permettra peut-être aux uns et aux autres de le faire. Mais pour l'instant, non. En tout cas, ce qu'il faut effectivement dire, y a-t-il une volonté politique de faire en sorte qu'il y ait un transport gratuit, ce qui permettrait de faire des économies et aussi ça aurait une conséquence immédiate sur la santé de la population. Gabriel Jean-Marie, le transport a un coût néanmoins. Donc comment on fait les recettes finalement? Comment on fait fonctionner ça s'il est complètement gratuit tel que vous le préconisez, que vous le souhaitez? On trouve bien des centaines de millions à déverser dans les poches des capitalistes, en subventions et autres. Donc si cet argent est affecté utilement au transport, il n'y a pas de problème. Et puis on me parle de coût. Pour la population, il n'y a pas de coût. Le coût, c'est lorsqu'on prend de l'argent public, des fonds publics, qu'on déverse dans les caisses des capitalistes, et 6 minutes. Et il n'y a pas de contrôle exercé sur l'utilisation de cet argent. C'est là qu'il y a un coût. Charlotte Gressier. Les transports, quelle solution? Oui, pour le transport, écoutez, nous on s'est mis à la place des usagers. Je rappelle que le nom de la liste, c'est la Martinique avance d'ailleurs. Hein. Oui, alors on va essayer de pas être à l'arrêt du coup. Bon. Ah oui. Donc les propositions qu'on a concrètement, on s'est mis à la place des usagers, on a chacun une voiture, etc. On est parti sur les routes et on est allé sur les ponts. Et on est resté là pendant 1 heure et on a regardé ce qui se passait. Et puis on a compté des voitures et puis on est arrivé à peu près 95 voitures. Et puis en fait on a fait un constat, il y a un chauffeur et puis c'est tout. Il n'y a personne, les voitures sont vides. Donc on a réfléchi, puis on s'est dit, mais pourquoi pas une espèce de blablacar Martinique? Alors pas de blablacar, mais le blablacar, le même concept. Ce que c'est pour le concept, c'est du covoiturage. Alors on sait qu'on est tous très attachés à notre voiture, peut-être à nos 2, 3 voitures même parfois, dans certains ménages. Mais en fait, on paye la personne. On la paye. Donc l'avantage, c'est que du coup, ça réduit les embouteillages, ça réduit le stress aussi, ça crée du lien social, on paye son essence avec l'argent dont vous parliez de recettes aussi, de revenus. Donc ça, c'est vraiment un avantage qui est assez facile à mettre en place en fait. Donc covoiturage payant. Je sais que certains se disent, bon Dieu, mais pour la sécurité aussi, on ne sait pas qui on peut prendre, etc. Mais il se trouve que justement, comme toute appli, parce que c'est un modèle qui existe partout, c'est pas neuf non plus, vous notez. Alors moi, j'aime pas les notations, mais là, c'est en termes de sécurité. Donc si le passager est bien noté ou que le chauffeur est bien noté, normalement, il n'y a pas de problème aussi. Donc en termes de sécurité, c'est bien. On a pensé aussi à quelque chose, alors qui est peut-être à mettre en place, la modulation des horaires. Pourquoi on arriverait tous au travail, tous à 7 heures, tous à 8, tous à 9? Pourquoi? Alors, évidemment, on a besoin des Martiniquais, parce que vous allez me dire, c'est bien sympa d'apporter des réponses comme ça, mais il faut mettre ça en place. Là, c'est pas la CTM, c'est au-delà de ça, c'est les gens qui doivent s'organiser. Donc, il faut voir en fonction de l'organisation de l'entreprise elle-même. Peut-être que certains peuvent arriver à 7 heures, 8 heures, 9 heures, et puis partir. On a aussi les transports maritimes, les navettes. On va y revenir, justement.
Alors dans ce cas-là, je m'arrêterai là. Je pense que Didier Laguerre, à vous. D'autant que maire de Fort-de-France, la problématique du transport, malgré la mise en place du TCSP et d'un nouveau réseau de bus, ça patine. Hein. Maire de Fort-de-France, ancien président de la commission transport à la CACEM, enfin, vous connaissez bien le dossier. Vous connaissez le dossier. Oui, je connais suffisamment bien le dossier pour vous dire que si le transport a été gratuit pendant plusieurs mois sur le territoire de la CACEM, c'est parce qu'il n'y avait pas de transport, tout simplement. Parce qu'il n'y avait pas de bus. Il faut mettre le transport gratuit, c'est une chose. Faire en sorte que les gens puissent se déplacer par transport collectif, c'est ça l'objectif. Aujourd'hui, force est de constater que l'organisation qui a été mise en place depuis 2020 par le Martinique Transport, qui est l'autorité organisatrice unique de transport, cette organisation, elle est défaillante. Elle produit 60% du circuit qui devait être fait pour 16 millions d'euros de plus. Et donc, aujourd'hui, la première priorité, c'est de remettre en place une organisation de transport collectif sur le territoire de la Martinique qui soit unifiée et qui soit efficace et qui soit adaptée également à notre réseau routier. Mais c'est le cas avec Martinique Transport, non? C'est pas ça? Enfin, ça n'a pas été fait pour ça, en tout cas, en principe? C'est le cas avec Martinique Transport, sauf qu'il n'y a pas de bus. C'est pas sa mission, c'est sa mission. C'est peut-être sa mission, mais la réalité, c'est que vous avez un réseau d'organisation sur le centre dont la qualité, dont le service rendu est inférieur à ce qui se faisait dans les années antérieures. Vous avez 3 semaines de grève sur laquelle, contrairement à ce que j'entends dire, les élus se sont exprimés, et vous avez une absence totale de mise en œuvre d'un service minimum. C'est-à-dire que vous auriez très bien pu mettre en place sur cette période-là un certain nombre de mouvements pendulaires permettant non pas de se déplacer à toute heure, mais de ne pas avoir de territoire qui soit totalement exempt de transport. Vous êtes à 6 minutes. Et donc ça, c'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique, cette problématique de transport collectif. Mais le transport collectif ne va pas résoudre tous les problèmes de déplacement sur le territoire de la Martinique. Le transport collectif, dans un premier temps, ne va pas résoudre les problèmes d'embouteillage qui asphyxient l'économie martiniquaise, qui asphyxient les zones d'activité. Donc on a aussi de vraies problématiques d'aménagement à poursuivre, de voies secondaires à réaliser et de contournement des nœuds de circulation sur un certain nombre de ronds-points de la Martinique à réaliser, là encore, très rapidement. Louis Boutrin, le transport? Oui. Alors, on a beaucoup interpellé l'équipe en place sur la problématique du transport. Vous considérez que ces observations sont justifiées ou pas? Non, c'est pas fondé. C'est d'autant pas fondé que. Et on sort d'une grève là. Didier Laguerre, une longue grève encore. Pardon? On sort d'une grève. Oui, que Didier Laguerre est vice-président de Martinique Transport, donc il est au courant. Il était vice-président. Bon, maintenant il est. Tu te trompes, tu es premier vice-président de Martinique Transport. Les présidents de PCI sont vice-présidents de Martinique Transport. Tu te trompes sur un outil que tu gères au quotidien. Didier Laguerre fait partie du conseil d'administration. Il se substitue, il représente la CACEM quand le président de la CACEM n'est pas là, ce qui est souvent le cas. Donc il connaît parfaitement le fonctionnement de Martinique Transport. Et il sait, et permettez, puisque j'ai entendu dire... Il sait même que Martinique Transport finit avec 18 millions d'euros d'excédent sur son compte administratif, alors que je n'ai pas de bus sur le territoire de la CACEM. Je peux... Alors, allez-y, poursuivez. Alors, il faut faire vite, parce que ça... Je fais très vite. Je dis juste une chose. Certains découvrent autour de la table que c'est Malhéry qui apprend transport. Je voudrais saluer M. Caruge, les 9 415 000 Martiniquais qui ont fait confiance à Martinique Transport. C'est le recensement de l'année 2019 et qui ont pointé le transport public. Parce que nous allons vers une évolution et que le transport de Martinique, ce n'est pas le transport sur le territoire CACEM, avec l'héritage que l'on a trouvé, avec un système de transport défaillant que nous essayons de rétablir. Bonne santé du transport dans le sud, avec maintenant des lignes des connexions qui partent des communes du sud pour 2 € jusqu'à Carrère, au lieu de 7,60 €. Des connexions également dans le nord, puisque nous avons mis en place 3 coopératives sur le nord Atlantique et 2 coopératives sur le nord Caraïbes, en associant les transporteurs, les taxicos, de manière à ce qu'ils puissent effectivement être
intégrés dans ces coopératives, sans mise en concurrence, à travers des obligations de service public autorisées. Ça a été un bras de fer avec l'autorité préfectorale. Voici le dispositif que nous avons mis en place. Et qu'est-ce que vous proposez d'autre pour la prochaine mandature? Pour améliorer. Ça, parce que là, c'est le bilan, mais en termes de... On part de quelque chose et nous allons vers une amélioration. Rien n'est parfait. Il y a des failles. On le reconnaît, mais pour autant, il y a une amélioration en termes de qualité. Parce que la Martinique, ce n'est pas le territoire CACEM, c'est pas Fort-de-France. Non, mais la priorité, est-ce que c'est pas de faire cesser les grèves, par exemple, qui se multiplient, les droits de retrait, ce n'est pas, on n'en sort plus. Trouver une nouvelle forme d'organisation. Comment faire? Comment Martinique Transport et donc la CTM, puisque c'est l'organe de... Je peux m'exprimer? Oui. Je peux m'exprimer? On peut poser des questions aussi. Oui, oui. Mais comment on se sort de ces grèves pour pouvoir le faire, qui se répètent, il faut d'une double exigence. Un, qu'il y ait une autorité unique. Maintenant, nous avons une autorité unique qui s'est substituée à toutes les autorités organisatrices. C'est un préalable. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une participation financière. Jusqu'à ce jour, on n'a pas mis autant d'argent. 120 millions d'euros pour pouvoir faire fonctionner. Parce que c'est un coût. C'est comme pour l'eau. On a beau dire yaka yaka, mais si vous ne mettez pas l'argent sur la table, il n'y aura pas effectivement de changement des canalisations d'eau et d'usines de production d'eau rénovées. En ce qui concerne les transports, nous avons un déficit de bus sur le territoire CACEM. 24 bus flambant neufs sont arrivés actuellement en Martinique parce que les bus 30% des bus étaient à l'arrêt parce qu'ils n'avaient pas de contrôle technique et nous avions plus de la moitié des lignes qui n'étaient pas desservies. C'est l'héritage. Maintenant, nous allons vers la modernisation. Modernisation avec des extensions que nous faisons vers Shellcher et Terville avec le transport par câble aérien et des extensions du TCSP vers Rivière-Salée, également vers le Robert. Merci. Pourquoi? Pour pouvoir faire un transport Vous allez épuiser votre temps de parole. Transfert modal pour diminuer les pollutions que l'on a dans la région, en territoire CACEM, où on a le taux de pollution aux particules fines les plus importants d'Europe. Très bien. À travers des transports qui soient également décarbonés. C'est ce que nous faisons avec les bus que nous avons achetés. Merci Louis Boutrin. Avant de parler de transport, il faut parler de mobilité et de déplacement. Le transport répond à un besoin fondamental qui est le besoin de mobilité et de déplacement. Mais c'est une question importante. La délégation de la Halle Martinique avait fait souligner qu'il y avait une discrimination à l'embauche des jeunes du nord de la Martinique, parce qu'effectivement, par rapport à la nécessité d'aller travailler dans le centre où l'activité économique était plus développée, ils avaient du mal à se déplacer et ça posait problème par rapport à leur embauche. Tout ça pour dire que on peut aussi répondre à cette problématique des déplacements en réduisant le besoin de déplacement. Et pour ce faire, nous sommes très soucieux, Ensemble au pays, nous, du développement du pays par bassin de vie. Là, mon gars, les Fort-de-France, c'est parce qu'il n'y a pas qu'à trouver docteur, c'est parce qu'il n'y a pas ni bureau, ceci, cela. Donc, la première chose, c'est que la CTM devra implanter des services publics dans des bassins de vie. Développer le secteur économique, etc. Redéployer des services de proximité, alors. Et développer les services de proximité, donc pour réduire ce besoin de transport. Après, bien sûr, nous préférons le transport collectif, un transport collectif moderne, mais qui dit moderne, évitons les solutions pharaoniques, parce qu'on part dans des solutions pharaoniques qui sont coûteuses et sans évaluer justement le coût de la maintenance de ces solutions. Mais l'extension du TCSP, par exemple, vers le nord, je n'ai rien contre l'extension du TCSP, mais il faut évaluer tout ça. En tout cas, ce qu'il faudrait, c'est que la démarche en matière de transport, puisque pour nous c'est un bien commun de l'humanité exactement, et également que c'est un service public, se conforme à trois principes: l'adaptabilité, l'égalité et la continuité. Sur l'adaptabilité, j'ai parlé de la nécessaire modernisation sans tomber dans des excès pharaoniques. Mais allons vers la modernisation, elle est nécessaire. L'égalité, elle se pose au niveau justement de l'égal traitement des territoires, mais elle pose aussi la question des publics spécifiques, les personnes en situation de handicap et leur accessibilité. Et puis également la question aussi de l'accès au transport. Et bon, on a évoqué tout à l'heure la question de la gratuité. Nous sommes favorables à la gratuité, sauf que il faut quand même une démarche pragmatique. Mais il est vrai quand même que le titre de transport, ce qu'il représente dans le financement du transport, c'est 18%. Donc, je pense qu'il faut poser quand même la question de la gratuité. Et puis, dernier point, c'est la question de la continuité. Bon, avant de parler de service minimum, mais est-ce qu'on ne peut pas, franchement, améliorer le dialogue social au sein des entreprises de transport dans ce pays-là? Moi, je crois qu'il faut poser la question du dialogue social, et c'est par le dialogue social qu'on arrivera à éviter ou réduire la conflictualité qui pose des problèmes de continuité du service public de transport.
François-Christophe Ursulé, quelles sont les propositions de votre liste, la Martinique? Les propositions, je les ai faites et je vous confirme effectivement que nous allons mettre en place progressivement la gratuité des transports, notamment pour les plus démunis d'entre nous, des Martiniquais. Les étudiants, bien évidemment, ceux qui sont en stage, ceux qui veulent effectivement, qui ont un contrat d'apprentissage, un contrat de professionnalisation, il ne faut pas qu'aujourd'hui, les jeunes qui n'ont pas cette capacité de déplacement, il ne faut pas que leur première envie soit effectivement de faire l'acquisition d'un véhicule. Et bien évidemment, dans le cadre de l'aménagement global du territoire, je partage totalement ce qui a été dit lorsqu'on va parler effectivement de désenclavement, notamment du Nord. Il faut des services publics, des services notamment de la CTM, mais il faut également créer des bassins d'emploi et d'activité dans le nord de la Martinique pour que justement les actifs, les jeunes et les moins jeunes puissent se déplacer effectivement dans leur zone, notamment dans le nord, et trouvent l'ensemble des services publics et également des emplois dans le nord de la Martinique. Daniel Chaumet, la question de la mobilité, elle est essentielle de notre point de vue, en tout cas à Déclic et l'équipe de Philippe Joc, parce qu'elle est fondamentalement liée aux enjeux d'aménagement. On se déplace pour travailler, on se déplace pour aller à des accès de services, de santé, on se déplace pour des loisirs. Donc, garantir la mobilité à chaque citoyen, c'est un révélateur de ce qu'on peut appeler l'égalité pour chacun. Et de ce point de vue-là, l'aménageur doit véritablement se préoccuper d'un certain nombre de questions. L'attractivité de son territoire, la durabilité, est-ce qu'on va faire des routes de partout? Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut faire une rocade qui va de Sainte-Anne jusqu'au Prêcheur, mais aussi des enjeux de cohésion sociale, parce que derrière cette réalité-là, c'est l'égalité de chacun à pouvoir accès à de la santé, à des services. Donc il y a un vrai enjeu de cohésion sociale. Est-il normal que des uns soient à 10 minutes de leur boulot quand certains, pour faire le même nombre de kilomètres, prennent 2 heures? Donc il y a un vrai sujet. Et il y a, à mon avis, 2 niveaux de réponse. Même si aujourd'hui, ça il faut pouvoir le dire aux Martiniquais, depuis 2014, l'exclusivité de la compétence transport se situe en Martinique. Ça, il ne faut pas l'oublier. Souvent, on le dit, il y a une habilitation transport qui donne l'essentiel de la compétence aux élus martiniquais. Il faut évidemment prévoir des extensions de voies réservées avec des modalités à définir dans la concertation. Il faut garantir l'accessibilité, notamment pour les personnes en situation de handicap. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, des transports publics ne généralise pas l'accessibilité, mais ça voudrait dire qu'il faut se poser des questions, des conditions, du foncier pour que les bus puissent, dans ces conditions, le faire convenablement. La gratuité, oui. Bientôt 8 minutes, Daniel. Gratuité pour de manière opérationnelle. Mais il y a aussi la question des systèmes embarqués pour améliorer la qualité. Mais je pense surtout, au-delà de la question de l'organisation du service, dont on ne peut pas totalement se satisfaire au regard de ce que nous remonte le terrain, il y a un vrai problème de méthode. Comment voulez-vous qu'on organise une mobilité quand on n'a pas été clair sur les enjeux d'aménagement? Et je dirais même mieux, comment voulez-vous que, comme d'autres, se préoccupent des infrastructures quand à ce jour, la question du document essentiel qui est le plan de mobilité ne soit pas élaboré? Alors nous disons à Déclic que l'une des urgences c'est de mettre de l'ordre dans la méthode. Finalisons le document de planification d'aménagement. On peut lui donner le nom qu'on veut. Il faut terminer parce qu'il ne restera plus qu'une minute. Et surtout faisons en sorte que les questions d'infrastructure se traitent à peu près les questions de mobilité. Voilà. Alors, Charlotte Gressier. Charlotte Gressier, vous vouliez intervenir rapidement? Oui, c'était pour compléter aussi, parce qu'on parlait rapidement de transport maritime, mais les navettes, où c'est possible. C'est la transition tout trouvée. D'accord. On y vient. Alors parlons à présent de l'enclavement du territoire. De nombreuses zones sont encore isolées et difficiles d'accès, sans compter les routes souvent en très mauvais état, même dans le centre et dans la ville capitale. La commune la plus enclavée, c'est bien évidemment Grand-Rivière, quasiment aucun commerce, ni aucun service de proximité. Les habitants sont contraints de se rendre au minimum à Basse-Pointe. Il était prévu, il y a quelques années, de développer le transport maritime grâce à l'aménagement d'un nouveau port flambant neuf. Malheureusement, l'ensablement a changé la donne. Écoutons à ce sujet Michel Moreau. Il est marin-pêcheur, mais il est surtout vice-président du collectif Pêche Martinique et il nous explique les conséquences de ce projet. La CTM a mis les moyens, il y a une dragueuse qui est en place, elle fait son boulot, il n'y a pas de problème, mais il faut penser plus loin, puisqu'on parle du transport maritime. Si on veut développer un transport maritime, il faut donner un port vraiment adéquat. Le jour qu'il y a un souci, Grand-Rivière sera enclavé à 200%. Il y a l'exode de la population, de la jeunesse riveraine. À mon sens, il n'y a que le port qui peut faire un vrai développement économique.
c'est un outil qu'il faut développer. À l'ouverture, je me rappelle, à l'ouverture du port de Grand-Rivière, il y avait pas mal de jeunes qui étaient partis à l'école maritime. Et une année après, quand ils ont vu cette catastrophe, je dirais cette catastrophe naturelle, les gars, ils ont rebroussé chemin. Alors, selon vous, Charlotte Gressier, le transport maritime est une solution sur laquelle il faut se pencher sérieusement? Oui, je rebondis sur ce que disait le monsieur, là, micro-trottoir, enfin voilà. La vision à long terme, on l'a pas. Souvent, c'est des projets one-shot. Et puis, alors ça, c'est une remontée terrain, c'est pas moi. C'est souvent, les gens disent, bon, il faudrait que l'aménagement du territoire, on le pense pas par rapport aux poches électorales, comme le TCSP dans le centre, par exemple. Ça, ce sont des remontées de terrain de citoyens. Donc la vision à long terme, elle est nécessaire. Et dans le transport maritime, on parlait des navettes. Alors je suis pas naïve, on peut pas, c'est pas partout. En revanche, j'ai cru comprendre qu'il y avait des dispositifs pour mettre en place des pontons. Donc qu'attendons-nous? On pense aussi aux ferries, très concrètement. Un ferry dans le nord, un ferry dans le sud, pour pouvoir ramener les voitures qui montent dans le ferry vers le centre. Et on a pensé à cette solution aussi pour le sable. Parce que, bon, j'étais à l'hôtel de Lens, à 4h30, je peux vous dire qu'on voit passer les camions, enfin, en tout cas, on les entend passer. Et donc, pareil, la solution de la digitalisation permettrait de savoir exactement qui fait quoi, comment, pourquoi, et on réduirait aussi l'empreinte écologique. Donc ça, ce sont des solutions, mais toujours dans une vision à long terme, parce que je vais faire vraiment court, mais on parle d'aménagement du territoire, et je pense que pour celles et ceux qui nous écoutent en ce moment, l'aménagement du territoire, c'est une déclinaison en équipement du développement économique. Et ça sert à quoi, en fait, tout ça? On parle de tout ça, le développement économique. C'est pour le bonheur citoyen. Et c'est pas mièvre, ce que je dis. Parce que la politique, au départ, c'est la politique publique avec le citoyen au centre. Parce que tout simplement, tout citoyen heureux, c'est une force vive qui sera prête et fière de contribuer au développement économique de son île. Et ça, je pense que c'est très important. François-Christophe Ursulé, le transport maritime, une alternative? Oui, une alternative, mais avec votre liste? C'est un moyen. Oui, avec Catherine Conconne et la liste La Martinique Ensemble, bien évidemment, nous allons privilégier l'ensemble des moyens de transport dits alternatifs au transport terrestre. Mais je crois qu'il faut revenir à ces questions de méthode dont on a parlé. Il faut d'abord envisager globalement l'aménagement du territoire et ensuite envisager le déplacement de la population sur ce territoire. Oui, tous les transports alternatifs sont une bonne solution pour offrir divers moyens de transport à nos concitoyens. Mais je souhaite garder mon temps de parole pour parler du désenclavement du Nord. Le Nord, pour nous, c'est une préoccupation majeure. Aujourd'hui, il y a une fracture territoriale. Cette fracture territoriale, l'ensemble des communes du nord de la Martinique en souffrent. Aujourd'hui, la CTM, et nous partageons, je vais trouver possiblement un point d'accord avec M. Boutrin ce soir. Je ne désespère pas d'avoir un point d'accord avec lui. Aujourd'hui, il y a un plan d'aménagement et de développement durable de la Martinique, le fameux le PADMA, qui a remplacé effectivement le SAR. Et bien évidemment, nous partageons les orientations du PADMA qui ont été effectivement formalisées. Mais il y a un focus, une attention particulière qui doit être faite sur le nord de la Martinique, notamment en matière de création d'activités, de bassins d'emploi, de services publics. Et là, pour nous, c'est une préoccupation majeure. Et Catherine Conconne y met un point d'honneur sur le désenclavement des communes du nord de la Martinique. Et pour nous, ça c'est fondamental. La liste La Martinique Ensemble fera du désenclavement du nord une de ses priorités. Gabriel Jean-Marie de Combat Ouvrier. Le désenclavement fera partie aussi de vos priorités, ou vous envisagez le transport maritime aussi comme une alternative au problème notamment des embouteillages et de l'engorgement? Ouais, enfin, c'est toujours le même truc, hein. Il faut. Je voudrais rappeler modestement que j'ai une spécialité, c'est la comptabilité. Et je suggère à M. Chaumet de se rapprocher de sa tête de liste, qui est un expert comptable, et il vous dira que dans une économie libérale, une entreprise ne s'implantant quelque part que si c'est rentable, si ça rapporte de l'argent. Et si ça ne rapporte pas d'argent, l'entreprise n'ira pas. C'est comme ça, c'est bête, ça marche comme ça. C'est l'argent qui amène. Si je gagne, aller. Si ça n'a pas rapporter moi. Ensuite, quand on parle d'aménagement, je vois déjà un peu poindre à l'affaire. C'est que les élus de la CTM iront au-devant des possédants, de ceux qui veulent s'implanter, pour leur dire on va vous payer tout. Le terrain, les locaux, plus les subventions pour venir vous implanter. Ça ne se décrète pas comme ça, l'aménagement. Il y a une logique libérale dans cette société qui n'est pas compatible avec
les vrais besoins de la population. Je rappelle modestement une chose, c'est que j'ai travaillé 32 ans au Lorrain. Moi, je suis du sud de la Martinique, je suis de Rivière-Pilote. Je me suis rapproché de mon lieu de travail pour faire ce circuit pendant 32 ans. L'aménagement, ça ne se décrète pas. Alors, il faut qu'on arrête de raconter à la population que la CTM va faire, si je suis élu, je vais faire. Je rappelle une chose, c'est que le pouvoir politique français, le gouvernement et ses relais locaux ici, qui ne sont que des courroies de transmission, font ce que le gouvernement décide avec l'accord d'un certain nombre de personnes. J'ai entendu tout à l'heure une formule de Monsieur Laguerre qui disait qu'il y a une asphyxie de l'économie avec la question des transports. Quasiment 8 minutes. Je ne suis pas certain que ceux qui vendent de l'essence et des voitures s'en plaignent. Hein. Pour eux, il n'y a pas d'asphyxie. Parce qu'ils se réjouissent, ils vendent, et ça ne peut que convenir à leurs finances. La question de l'aménagement du territoire, ça ne se décrète pas comme ça, monsieur. Didier Laguerre. Alors justement, Didier Laguerre, est-ce que la CTM doit davantage encore s'impliquer pour développer le transport maritime ? La CTM doit davantage encore s'impliquer pour développer le transport maritime de passagers, mais aussi de matériaux, en développant le transport par barge, ce qui permettrait aussi de préserver l'extraordinaire patrimoine de la ville de Saint-Pierre qu'il faut pouvoir réhabiliter, rénover, rehausser et en faire un des pôles d'attractivité du nord de la Martinique, parce que oui, l'aménagement, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et c'est bien ce que nous envisageons de faire avec Alliance Martinique et Serge Letchimy, construire un développement du territoire martiniquais qui soit équilibré entre le nord, le centre et le sud. Créer des pôles d'attractivité économique, des pôles d'attractivité touristique, développer l'agriculture, désenclaver les terres agricoles, notamment sur le nord, pour justement favoriser le développement d'une agriculture qui permette d'alimenter les besoins de la population martiniquaise. Nous y reviendrons la semaine prochaine. Et donc, ce faisant, permettant de développer l'activité économique, développer des zones d'activité dans le nord de la Martinique, mais également, là aussi, procéder au désenclavement du nord de la Martinique. Implanter, il n'y a aucune raison que les 5000 agents de la CTM soient concentrés sur le territoire de Fort-de-France. Il faut absolument que la CTM ait des antennes et des pôles administratifs sur le nord Atlantique, sur le nord Caraïbe, dans le centre, dans le sud, sur le sud Atlantique, de façon aussi à pouvoir irriguer l'ensemble du territoire de ces services publics, de cette présence-là, et en même temps, pouvoir développer, parce que ça aussi c'est une autre problématique sur laquelle nous travaillons avec Alliance Martinique, aux problématiques d'habitat et de logement. Et ces problématiques d'habitat et de logement doivent être traitées sur l'ensemble du territoire de la Martinique et non pas concentrées sur les zones où ça devient rentable. Et pour conclure, ce n'est pas parce que les importateurs de véhicules se réjouissent de l'achat de 1500 véhicules mois sur le territoire de la Martinique que nous devons aller dans leur sens. Les problématiques d'embouteillage et d'asphyxie étranglent l'économie martiniquaise et font des surcoûts extraordinaires. Mais ça demande une forme de courage politique, ça aussi. Hein. Mais on est là pour ça. Oui, de courage politique. On est là pour ça, non ? Daniel Chaumet, puis Louis Boutrin, et après on passera à notre ultime thématique. Vous êtes, Daniel Chaumet, à 8 minutes déjà à 09. Sachant que Marcela Nando, vous n'avez pas répondu sur la problématique, donc il manque encore 2 personnes. Et nous sommes déjà à 1h07 minutes de débat. Louis Boutrin, nous vous écoutons. Ah, Daniel Chaumet, excusez-moi. Merci. Excusez-moi, c'est mon horloge qui va plus vite. Notre conception de l'aménagement, elle est très simple, c'est de considérer que la première richesse de la Martinique, c'est les Martiniquais eux-mêmes. C'est cela. Et avoir une bonne politique d'aménagement, c'est une politique qui intègre la nécessité d'agir sur le présent, mais aussi sur le temps long. Nous n'avons pas suffisamment de temps. La question de la prospective est essentielle. Et quand je dis cela, je le dis pourquoi ? Parce que ça va conditionner la façon de procéder. Il ne s'agit pas de venir du haut de la CTM, venir imposer du développement local aux prêcheurs ou ailleurs, comme je l'ai vu parfois opérer par certains. Il faut véritablement s'inscrire dans de la concertation avec les maires, avec les responsables de communauté, mais aussi dans une démarche qui se veut plus citoyenne avec les forces vives pour que les choix qui soient faits en matière de mobilité. Vous parlez de courage. Il a fallu du courage pour faire des rocades qui coupent des quartiers en deux. Personne aujourd'hui ne vient remettre en cause ces choix-là. Et je crois qu'en matière d'aménagement, en matière de mobilité, en matière d'attractivité, il faudra faire parfois des sacrifices qui méritent que des Martiniquais, ensemble,
prennent des choix décisifs. Nous, à Déclic, avec Philippe Joc, nous considérons que l'enjeu de l'attractivité et du rééquilibrage économique de la Martinique est un enjeu essentiel de démocratie. Nous considérons que la mobilité, notamment durable, est un enjeu essentiel. La question de l'accès au logement pour tous, il y a près de 30 000 logements aujourd'hui qui sont vacants en Martinique. Va-t-on continuer à aller rentrer dans des spéculations foncières en ignorant cela? Nous mettrons les moyens en place pour attaquer ces questions et faire en sorte qu'on fasse d'abord la priorité à la réhabilitation plutôt qu'à des constructions nouvelles. Bientôt 10 minutes pour Daniel Chaumet. Oui, je serais un peu d'accord avec Monsieur Jean-Marie. On fait comme si, en fait, il n'y a qu'à Faucon et on ne tient pas compte d'une réalité. Le mal développement de la Martinique est étroitement lié à la réalité de l'économie de comptoir. Si on concentre des équipements particuliers sur le centre, c'est bien parce que c'est des choix politiques et liés à un système économique. Donc il faut casser cette rupture. Il faut aller vers une agriculture nourricière, redévelopper les bassins. Bien sûr, le transport maritime, il faut le développer. Et tout d'ailleurs être dans une démarche multimodale. Il y a d'autres outils en matière de transport. Mais bref, il faut penser un modèle économique différent qui redynamise justement ce qui pourrait être périphérique. Et c'est le cas du Nord. Développer le Nord, effectivement, pourquoi l'université, je prends cet exemple, pourquoi l'université de Martinique devrait rester concentrée sur Shellcher et le centre? À un moment, on avait parlé de disciplines implantées au Robert en matière d'océanographie et de biologie marine. Pourquoi ne pas concevoir que sur le Nord Atlantique, par exemple, par rapport aux problématiques de pollution des sols et par rapport au potentiel qu'a le Nord en matière de production agricole, eh bien que nous ayons un pôle universitaire tourné autour de l'alimentation et de la santé environnementale. Pourquoi ne pas imaginer sur le Nord Caraïbe, en relation avec les phénomènes géologiques, que nous ayons un pôle consacré aux phénomènes géologiques? Je crois qu'il faut aussi penser ce développement en voyant l'intérêt qu'il y a à développer des pôles sortant de l'idée que la Martinique serait Fort-de-France et le désert martiniquais. Et je crois qu'il faut être offensif, il faut poser les volontés politiques pour le faire. Il y en a même qui veulent un aéroport. Non, ça, l'aéroport, c'est notre débat. Un aérodrome à moi, je pense qu'il faut faire très attention. Il y en a qui vont jusque-là, justement parce que les choix, ce qui dans le Nord, un aéroport. Avec Jean-Philippe Nilor et Ensemble pour Pays Nous, c'est d'abord penser le bien-être du Martiniquais, être dans une démarche de soins. Ça, c'est la première chose. Donc, ne pas faire aussi implanter des équipements qui seraient contraires à l'intérêt, à la santé des Martiniquais. Deuxième aspect, c'est ménager, être dans une démarche de ménagement. Et c'est pour ça que les solutions infrastructurelles gigantesques, je dis attention, ça coûte cher et ça a un impact comme la fameuse route de la Réunion, ça a un impact, ça a un coût monétaire et financier, mais ça a aussi un coût environnemental, écologique. Donc je crois que c'est cette démarche qu'il faut impulser, c'est cette démarche qu'il faut être et effectivement ne pas se dire que il y a qu'à Faucon, il suffit de mettre un équipement et on fera une politique publique. Dans la politique publique, il y a l'équipement qui est le hard, mais il y a l'intelligence qui est le soft. Allons vers plus d'intelligence des politiques publiques. Louis Boutrin. Nous ne sommes pas dans le Yaka Faucon au Grand Assemblée pour Martinique, pour une raison bien simple. Beaucoup de propositions qui sont faites autour de la table sont déjà en application. Transport maritime, ligne Casse-Pilote Fort-de-France. Transport par barge, nous avons finalisé les études. Nous avons maintenant l'espace d'accueil grâce au grand port maritime du côté de la cimenterie pour diminuer, pour faire un transport modal des matériaux de construction par le maritime et qui arriveront directement à Fort-de-France. Deuxièmement, nous avons proposé qu'il y ait un plan d'aménagement et de développement durable de la Martinique, parce qu'on parle de fracture territoriale. Les difficultés relevées sont étroitement liées Il vous reste 30 secondes, Louis Boutrin. À cette fracture où on constate un déficit de formation, une absence d'équipement, une insuffisance de logement, l'exode des jeunes qui sont en âge de procréer et une baisse vertigineuse de la démographie. La proposition que l'on fait, c'est repenser l'aménagement, mais qu'on le repense en concertation avec les EPCI, avec les 34 communes. C'est ce que nous avons déjà initié à travers la Convention territoriale du Nord. Nous avons expérimenté avec les 8 communes du Nord tout ce qui concerne les investissements, tout ce qui concerne les politiques sociales et d'aide, d'accompagnement, d'investissement des communes. C'est terminé. Nous les accompagnons. La parole à François-Christophe Ursulé et Charlotte Gressier va conclure. Oui, avec Catherine Conconne et la liste La Martinique Ensemble, nous ne sommes pas dans le Yaka Faucon. Nous sommes dans l'expression d'une volonté politique qui se manifeste par un changement de méthode, très clairement.
un changement de méthode basé sur de la concertation et du dialogue. C'est la raison pour laquelle, je répète, cette conférence des territoires est pour nous un outil essentiel pour matérialiser, institutionnaliser ce dialogue entre l'ensemble des acteurs publics. Je souhaite parler des déchets. On n'a pas beaucoup de temps pour parler des déchets, mais je vais vous donner un exemple très clair de la manifestation de la volonté politique. La loi AGEC, la loi dite anti-gaspillage et pour l'économie circulaire, loi nationale promulguée le 10 février 2020, une loi essentielle en matière de transition écologique, notamment sur la gestion des déchets. Savez-vous que la Guadeloupe va être territoire d'expérimentation de la consigne? Contrairement à la Martinique. Que la région Guadeloupe a manifesté la volonté d'être territoire d'expérimentation avec un objectif ambitieux de pouvoir recycler à l'horizon 2030 90% des emballages boissons mis sur le marché. La Martinique, il n'y a pas eu cette manifestation d'être territoire d'expérimentation, alors que nous sommes sur un marché unique antillais, Martinique-Guadeloupe. La Guadeloupe va expérimenter la consigne, alors que la Martinique ne le fera pas. Voilà un exemple concret de la manifestation d'une volonté politique pour mettre en œuvre des politiques publiques. Et avec Catherine Conconne, avec la liste La Martinique Ensemble, nous allons manifester avec une posture, celle du leadership, justement pour pouvoir, pour le mieux-être, le mieux vivre des Martiniquais, affirmer cette volonté politique, affirmer ce leadership de la CTM sur l'ensemble des sujets, et je le répète, quelle que soit la répartition de la responsabilité administrative territoriale, parce que nous considérons, à Martinique Ensemble, que l'ensemble des sujets du territoire qui concernent les Martiniquais nous concernent. Nous avons un programme, voilà, nous l'avons matérialisé et nous faillir. Voilà. Charlotte Gressier. Oui, c'est combien de temps et le mot de la fin. Oui, d'accord, le mot de la fin. Mais écoutez, nous, on est essentiellement pour une digitalisation en fait des activités, proposer une stratégique sur qui fait quoi, comment, structurer les filières aussi, recenser, géolocaliser, labelliser, et avoir un super objectif que la Martinique aussi consomme local, qu'elle soit économiquement traçable et qu'elle soit fière de ses productions et de ses terroirs, qu'il y ait une crise ou pas, sanitaire, écologique ou naturelle. Et vous parlez vite de déchets, transition écologique et tout. Effectivement, nous, on part sur l'identité aussi. Nous, on est d'abord martiniquais, on est aussi caribéen. Vous parliez de la Guadeloupe aussi, qui est souvent en avance par rapport à nous. On est aussi français, on est aussi européens et internationaux grâce aux diasporas économiques et historiques. Donc l'idée, la gestion des déchets, transition écologique, toutes les idées doivent être créées et mises en place chronologiquement, à court terme, moyen terme, long terme, et aussi par rapport à nos appartenances géographiques. Je pense que c'est vraiment très important, depuis la Martinique jusqu'à l'Inde, en passant par la Caraïbe, en passant par la France, et pour une fois, faisons de notre histoire aussi une force. Merci à vous tous pour cet excellent débat. On se retrouve lundi, ce sera à 17h pour un nouveau débat. Nous parlerons cette fois justement de développement économique. Nous nous intéresserons à 3 secteurs, l'agriculture, la pêche et le tourisme. Excellente soirée sur La Première.